Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bardot-Wever est fatigué et pour tout dire, les Belges aussi. Bonjour à tous, je suis Olivier Mouton, journaliste à Trends Tendance, avec mon collègue Baptiste Lambert. Alors salut. Bonjour Baptiste, Olivier. Comment ça va? Mieux que le pays? Beaucoup mieux, hein. C'est difficile. Pas difficile. C'est pas difficile, pardon. Effectivement, un blocage politique total et complet. On n'apprend rien aux auditeurs. Qu'est-ce qui bloque? C'est toujours ces fameux 10 milliards d'euros à trouver dans ce budget pour 2026. Alors on connaît les grandes mesures qui ont émaillé la presse ces dernières semaines. Donc il a l'intention de faire grimper le taux de TVA de 21 à 22%. Voilà, c'est dans le pipeline. D'effectuer un saut d'index, de limiter ou une annualisation en tout cas de l'indexation. Un saut d'index limité au salaire, aussi aux allocations. Voilà, ça c'est toutes des choses qui... Il n'y a pas grand-chose qui passe, hein? Il n'y a pas grand-chose qui passe. On a une taxe sur les petits colis, on a une réduction de la norme de croissance de santé, l'augmentation de la taxe sur des comptes titres et j'en passe. Effectivement, le MR, en tout cas sur tout ce qui est fiscalité et hausse de la TVA et saut d'index, bute. Parce que tout simplement, ils ont dans leur théorie qu'il faut réduire les dépenses. Voilà, Boucher l'avait répété en campagne, l'a répété pendant l'accord de gouvernement, le répète maintenant. Et ils ont aussi une sorte de stratégie de croissance où ils espèrent beaucoup d'effets retours, mais on sait bien par essence que ces effets retours sont difficiles à évaluer. Et en tout cas, les autres partenaires autour de la table n'y croient pas du tout. Alors Bardot-Wever avait mis un cadre, ce budget dès le départ, c'était que pour chaque mesure qui est refusée, de type taxe sur les colis, ou même le MR n'en veut pas, n'en voudrait pas de cette mesure, la taxe sur les colis aux ruelles, que chaque parti vienne avec une mesure compensatoire. Ok, je ne veux pas augmenter la TVA, mais alors je dois proposer quelque chose. Et là, force est de constater, en tout cas ce sont les partenaires du MR qui le disent, tout ce que propose le MR, en tout cas, n'est pas suffisant pour atteindre ces fameux 10 milliards, ce qui nous mène maintenant à la crise actuelle qu'on est en train de vivre, où, il me semble, selon les dernières infos, on a un nouveau sursis. En tout cas, Bardot-Wever est là, je l'ai dit en préambule, le Premier ministre est fatigué. Il s'était lui-même auto-donné un ultimatum pour le 6 novembre, faute de quoi il allait au palais. Aujourd'hui, 6 novembre, il s'est rendu au palais. Un nouveau délai, en effet. On parle maintenant de la nécessité d'avoir un budget pour Noël. Donc, c'est effectivement se donner un peu plus de temps. On est quand même avec 1 mois et demi supplémentaire. Mais ce que l'on dit du côté de la NVA, c'est que Bardot-Wever en a ras-le-bol parce que les choses n'avancent pas. Comme tu disais, le fait que chacun quelque part coince l'autre partenaire, refuse de bouger, etc. Je me rappelle qu'il y a peu de temps encore, au cabinet d'un vice-premier ministre, on me disait on n'est même pas d'accord sur les piliers de l'accord. Donc on n'était même pas dans la recherche technique de ce qui pourrait fonctionner ou pas. On n'était pas d'accord sur les grands équilibres. Donc, c'est ça, parce que Boucher veut dédramatiser la situation en disant ça va aller. Mais en fait, toute la question est de savoir si on est dans une dramatisation ou si c'est quelque chose de plus sérieux. Il y a déjà eu des dramatisations comme ça, c'est régulier. Je parlais régulièrement avec quelqu'un qui était à une fonction importante dans le cabinet Di Rupo lors de la fameuse crise de 2010-2011, où il y avait à la fois eu l'institutionnel et des budgets compliqués à réaliser, qui me confirmait le fait qu'ils avaient théâtralisé quelque part la sortie de Di Rupo avec un incident où il était allé chez le palais. En fait, tout le monde savait qu'il allait chez le palais, tout le monde savait que ce n'était pas pour une crise définitive. Donc il y a évidemment de ce jeu-là qui se joue. Ici, il y a quand même un élément troublant, c'est que, alors Georges-Louis Boucher rassure, et effectivement on peut se dire que le gouvernement tiendra jusqu'en 2029, mais cette lassitude du Premier ministre et le fait qu'un nationaliste flamand gouverne le pays, parfois un peu à reculons, ça peut quand même laisser à se poser des questions malgré tout.
Oui, c'est ça. Mais donc, oui, on pourrait imaginer qu'il se replie sur sa commune d'Anvers. Oui, ce que les sources flamandes disent, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement d'élections anticipées. Ils veulent simplement que ça tourne, ou si jamais qu'on change de capitaine à bord du navire pour éventuellement faire bouger les lignes. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un drôle de jeu de la part du MR, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on risque là ? Et c'est discuté d'ailleurs techniquement par les cabinets, c'est de faire donc ce qu'on appelle les 12e provisoires. Donc c'est reconduire le budget de cette année pour le reconduire donc l'année prochaine. Sans économie donc. Sans économie, mais ça remet aussi en doute quasiment toutes les réformes. Hein. La réforme du chômage pourrait encore passer parce qu'elle est vraiment très avancée et que la date de commencement, ça sera le 1er janvier 2026. Mais tout ce qui est réforme des pensions, flexibilisation du travail, hein, on sait que c'est aussi ce que le maire défend depuis le début de l'accord de gouvernement, réforme des pensions, je le disais, et toutes les mesures budgétaires qui ont été prises donc dans les années qui allaient venir pour faire cet effort de 23 milliards, hein, donc qui était l'effort initial, mais tout ça va tomber à l'eau. Donc là, il y a vraiment des questions qui se posent. En fait, qu'est-ce que cherche le MR ? C'est une bonne question, évidemment, parce que Georges-Louis Boucher, alors on le sait, ça c'est de la psychologie à 3 sous, il aime être sur la lumière, il aime être celui que l'on attend, que l'on entend et qui occupe le devant de la scène. Ça, c'est une évidence. Maintenant, derrière, il y a évidemment la ligne poursuivie par le MR, qui est celle avec laquelle il a gagné les élections de juin 2024. Donc ça, c'est quand même important le de pouvoir rappeler. d'achat, ouais. Voilà, qui est une ligne de droite populaire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à aller chercher un électorat qui est plus classe populaire, qui aurait pu voter d'ailleurs PS, voire même PTB, qui est un peu des gens qui travaillent mais sans gagner énormément, mais qui en ont marre de l'assistanat, hein, ce mot qui est revenu très souvent. Une ligne très sécuritaire aussi. Et donc tout ça fait que y a des choses qui ont bougé dans le positionnement libéral. Par exemple, un saut d'index avant, les libéraux, ils auraient accepté ça facilement, parce qu'ils étaient plutôt pro-entrepreneurs, et donc pour autant que ça sauvegarde les entreprises, pour eux c'était plutôt positif. Ici, ils disent non, ou en tout cas à une forme extrêmement limitée. Hausse de la TVA, ils disent non, alors que c'est quand même la formule la plus simple pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Hein. Donc on voit que Georges-Louis Boucher joue un jeu, et derrière ça, il y a évidemment le positionnement du MR, des sondages qui n'étaient pas très bons en septembre, donc sans doute une forme de nervosité, sa séquence compliquée de l'été avec la fameuse carte pour handicapés qui avait défrayé la chronique, et puis son ambition, c'est-à-dire que derrière... on peut penser que Georges-Louis Boucher se dit il y a peut-être un coup à jouer si Bardewever en a marre. C'est ça, c'est toute la question, puisque tu disais au début, Bardewever peut démissionner, se remettre sur son fief, retourner sur son fief d'Anvers, et là évidemment, s'il n'y a pas de nouvelle élection, en tout cas, il y a quand même une fenêtre d'opportunité pour une ambition qu'il affiche depuis des années. Il y pense en se rasant, hein, Georges-Louis Boucher, ça c'est clair, hein, pour reprendre ce que Sarkozy disait à l'époque. Oui, tout à fait. Et après, on sait qu'il y a peut-être, donc là c'est une ambition au 16 rue de la Doua pour le poste de Premier ministre, on sait qu'il a des ambitions aussi en Flandre, hein, avec ce fameux MR Vlaanderen. Régulièrement, il va voir des patrons flamands, et c'était encore le cas... mercredi soir. Hein, c'était encore le cas hier soir, ça a énervé... très fortement tous les partenaires, en tout cas flamands, autour de la table, en se disant mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche, et évidemment, il y a cette ligne-là. Après, il faut savoir ce qui a été dit derrière. Et là, si on lit la presse flamande, notamment auprès de cet Uniso, les commentaires qu'il y avait un peu dans les arrière-coulisses, même là, on se posait la question, mais à quoi il joue ? À quoi il joue ? Qu'est-ce qu'il veut nous convaincre ? Mais il avait l'air plutôt d'un clown. C'est des phrases textos qui ont été notamment citées dans le Nieuwsblad. Certains commentateurs au nord du pays disent ok, il a des ambitions en Flandre, mais il ferait d'abord mieux de lire la presse flamande, en tout cas une seule fois. Donc voilà, ça reste quelque chose quand même qui est, à mon sens, très compliqué. Après... Est-ce qu'il joue le tout ou rien ? Pas forcément, parce qu'un gouvernement fédéral qui tombe, ce n'est pas forcément des majorités régionales qui tombent.
donc qui garderait finalement la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, Bruxelles, on verra ce qu'il en est, mais il peut encore concrétiser. Enfin voilà, c'est délié du fédéral en fait, qui pourrait agir tout seul, en tout cas dans son contexte. Donc voilà, attention à une chose, hein, Baptiste, c'est que Georges-Louis Boucher, comme plusieurs de ses prédécesseurs au MR, ça a été le cas avec Charles Michel en son temps, court le risque qu'à un moment il devienne infréquentable auprès d'autres partenaires. Ouais. On ne gouverne pas seul. Et ça, je trouve qu'il a pour le moment un peu tendance à l'oublier. Alors, ça fonctionne toujours bien avec Maxime Prévost, avec les engagés. Ils ont évidemment des objectifs communs sur certains points. Oui, et encore que ça, ça a tendance à chauffer parfois. Oui. Comme ils le disent toujours, ce n'est pas les deux mêmes partis et ils font tout pour le montrer aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, c'est jusqu'où tu ne peux pas aller trop loin. Certainement par rapport au rapport de confiance qu'on a avec les partenaires. Hein. Je rappelle quand même que Bardot-Wever était venu aux estivales du MR en grande pompe, c'était le grand invité, tout le monde était joyeux. On sent que la relation s'est un peu détériorée. Tout ça est passager, sans doute que la page sera tournée si accord il y a à Noël, mais en tout cas c'est un point de préoccupation. Ça va laisser des traces. Et alors l'autre chose, mais ça je disais Bardot-Wever en a marre, mais les Belges en ont marre aussi, ou s'en foutent, pour le dire crûment. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on risque une crise gouvernementale à un moment quand même extrêmement épineux sur le plan socio-économique et pas seulement, on va en parler. Et en fait, ça ne fait pas vraiment les grands titres, ou en tout cas les gens ne réagissent pas beaucoup, comme pour Bruxelles d'ailleurs. Donc il y a une espèce de fatalité et aussi une façon pour les citoyens de se dire en fait tout ça ne nous concerne plus parce que le spectacle auquel on assiste est particulièrement désastreux et on ne va pas les contredire. Depuis des années, voire des décennies. Mais en fait, comme tu le disais, l'heure elle est assez grave. Donc on est en pleine crise sécuritaire. Il faut quand même que tout le monde se rende compte de la mesure. Quelques drones interrompent complètement. La menace russe, mais c'est vrai. Oui, texto, interrompent même économiquement une activité comme un aéroport. Ça coûte des centaines de milliers d'euros, tout ça pour un petit appareil en plastique qui vole au-dessus des pistes. Donc là, vraiment, il y a une urgence et des citoyens et des gouvernants de se dire, ok, il y a une crise politique, on n'a pas de budget, mais allez, il faut 24 heures pour convoquer un Conseil national de sécurité. On se dit, on le ferait bien demain matin, donc aujourd'hui, ce matin à 10h. Après, on se dit, mais on ferait bien, l'armée, elle devrait acheter des fusils anti-drones et des brouilleurs supplémentaires. Enfin, je veux dire, on a une guerre de drones depuis 3 ans à côté de chez nous, sur le même continent, et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu tout à l'envers. Enfin, ça ne ressemble à rien à mon sens. Voilà, je vais être un petit peu dur. Non, mais Théo Franken, qui est ministre de la Défense, est particulièrement actif sur la nécessité d'investir, en tout cas dans les mots, et je pense qu'il y a déjà des choses qui bougent. Donc, il n'a certainement pas, lui, par exemple, l'intérêt à tirer la prise d'un gouvernement. Mais effectivement, tout ça est lent, tout ça est chaotique, alors que je lisais un rapport qui a été fait par 4 centres de recherche européens cette semaine et qui disait la Russie a un avantage énorme en cas de conflit de haute intensité. Et donc on parle de ça. Là, effectivement, tu dis on est des drones en plastique, mais qui dit que demain on n'aura pas des drones pas en plastique et avec des bien sûr, explosifs. c'est pour ça que c'est sérieux. Oui, tout à fait. Donc je veux dire, on parle d'éléments comme ça. Donc oui, on joue avec le feu, clairement. Et donc pour le dire aussi aux citoyens qui s'en lavent les mains parfois, parce que tout le monde n'est pas responsable. Les politiques sont responsables parfois d'être de piètres comédiens dans leur pièce, mais les citoyens n'ont pas beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe non plus. Hein, on peut le comprendre parfois, mais je rappelle quand même que cet Arizona qui est en place maintenant depuis pas si longtemps que ça, s'était donné 2 législatures. Voilà, l'objectif de 2 législatures, on verra ce qu'on va voir, réformer le pays. Alors il y a des choses qui se font, par exemple la limitation des allocations de chômage dans le temps, c'est engrangé. Il y a des choses qui sont là, tu l'as dit, en matière de pension, d'emploi, de fiscalité. Donc il y a des choses, il y a des ambitions, mais maintenant, ce qu'on attend, c'est une vraie confirmation sur 2 ans. Et l'épisode maintenant, alors ça peut être du théâtre, ça peut être une dramatisation, ça peut être une manière de dire, ça va être difficile, du sang et des larmes, donc attendez, on arrive.
Mais c'est pas une manière de fédérer la population, je trouve, autour d'un projet qui anime, quoi. Oui, tout à fait, mais de toute façon, les enjeux budgétaires et même, donc on le voit, sécuritaires sont tels que faire tomber un gouvernement maintenant serait quand même une faute relativement historique. Je veux dire, on verra la suite des événements. Mais à un moment, il faut... Bien sûr, il y a des thèmes de campagne à tenir, une ligne de parti à tenir du côté du MR. Mais aucun des partenaires n'ont envie, ça on nous l'a dit, d'augmenter la TVA de 21 à 22%, de faire des sauts d'index. À un moment, c'est l'intérêt de l'État qui doit primer. Et ça, Georges-Louis Boucher devrait quand même peut-être à un moment le comprendre, ou en tout cas proposer des alternatives crédibles. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul responsable. Je dirais à un moment, on est quand même aussi avec une coalition qui a fait un projet de croissance et de réforme pour l'État. Or, tous les acteurs ne sont pas... Donc on tire facilement sur les maires et il y a des raisons de le faire. C'est parce que c'est unanime partagé par tous les autres partenaires. Ouais, mais, voilà. mais par ailleurs, la dynamique, quelque part, le MR, il s'inscrit aussi dans un accord du gouvernement où les taxes ça, c'est vrai. ne représentent pas une proportion importante et où il y avait une volonté de créer de l'activité, de la richesse, etc. On sait que les effets retours, c'est toujours aléatoire, mais il y a ce risque-là. Et peut-être pour terminer, une chose qu'on perd de vue aussi, c'est qu'on est quand même encore une fois dans un projet où on a un nationaliste flamand au 16 rue de la Loi avec un projet pour la Belgique qui vise alors lui, il s'agit de protéger le bien-être, le hardwerkend Vlaming, c'est-à-dire le flamand qui travaille beaucoup. Bon, je crois qu'on travaille beaucoup aussi, nous, mais soit. mais il y a cette volonté-là. Si ça échoue, de nouveau, c'est quoi le risque ? Je le rappelle quand même. C'est que la vision et l'agenda confédéral de la NVA reviendra en première ligne. Donc on sera de nouveau avec des démons institutionnels qu'on a préféré oublier. Et deux, moi j'ai pas envie de tirer ça avant que ce ne soit décidé. Mais on risque très bien d'avoir un Vlaams Belang premier parti en Flandre et un PS premier parti en Wallonie. Et donc un pays ingouvernable. Voire PTB. Alors qu'on doit réformer ce pays d'urgence. Donc on est quand même à un moment qui est un carrefour important. Tu disais une faute historique, je partage ça. Ok. Merci Olivier en tout cas. On va mieux que le pays et on espère que le pays ira mieux que nous demain. Enfin, nous on est joyeux, donc ça va. Merci Olivier. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.